3 heures du matin, 1er mars 2008. Un appel arrive au 911 du comté de Wood, Texas. Une femme signale un incendie dans une maison individuelle en périphérie de la ville d'Alba. Des cris sont audibles en arrière-plan. Et des bruits ressemblant à des coups de feu. L'adresse est County Road 2370, un quartier résidentiel. La maison la plus proche est à 200 mètres. La caserne de pompiers est à 15 km. La première équipe arrive 12 minutes plus tard. La maison est en flammes. Le feu jaillit des fenêtres, s'élève vers le toit. La structure en bois brûle rapidement. Le chef d'équipe, Charles Peterson, donne l'ordre d'entrée. Les pompiers s'engouffrent par la porte d'entrée. La visibilité est nulle. Ils avancent à tâtons. La première victime est retrouvée dans le hall. Un homme, une blessure par balle à la tête. La deuxième, dans le salon, une femme, une blessure par balle à la poitrine. Peterson appelle la police par radio. Ce n'est plus un simple incendie. 2 autres personnes sont découvertes dans la chambre. Des adolescents. Mais les blessures sont différentes. Des plaies coupantes, profondes. Quelqu'un a utilisé une machette ou une hache. 4 morts. 2 types d'armes. Et des traces d'incendie criminel. Le feu a clairement commencé en plusieurs points simultanément. Soudain, l'un des pompiers entend un gémissement. Un homme rampe à travers la fumée depuis une pièce éloignée. Il est conscient, mais blessé. Brûlure, une blessure à la tête. Ils le sortent. Les secours commencent à l'assister. L'homme donne son nom, Terry Caffey. C'est sa maison. Il est le pasteur de l'église baptiste locale Miracle Faith. L'enquêteur Alvin Wilson arrive sur les lieux vers 4 heures du matin. L'incendie est maîtrisé, mais la maison est détruite. Il s'approche de l'ambulance où Terry reçoit de l'oxygène. Wilson découvre qu'il aurait dû y avoir 6 personnes dans la maison. Terry, sa femme Penny, leurs 2 fils Matthew et Tyler, leurs 2 filles, Erin et la plus jeune Penny. 4 morts. 1 survivant. Terry. Arithmétique simple. Il manque une personne. Où est Erin ? Demande le détective. Terry ne sait pas. La dernière chose dont il se souvient, ce sont des coups de feu, des cris, un coup à la tête. Quand il s'est réveillé, la maison était déjà en feu. Wilson lance une recherche. Erin Caffey, 16 ans, élève de l'école locale. Les équipes de recherche se déploient autour de la maison. Avant que Terry ne soit emmené à l'hôpital, l'enquêteur pose une dernière question. Qui a fait ça ? Terry dit qu'il n'a pas vu. Quelqu'un est entré par effraction dans la nuit. Il s'est réveillé au son des coups de feu, a essayé d'aider sa famille, mais a reçu un coup à la tête. Ensuite, c'est le trou noir. La version est logique. Une attaque armée, plusieurs armes, incendie criminel pour détruire les preuves, possible enlèvement d'Erin. Pour le Texas rural, ce n'est pas rare. Les maisons sont éloignées, les voisins n'entendent pas les coups de feu. La police met du temps à arriver. Les criminels le savent. Wilson ouvre une enquête standard. Examen de la scène de crime, expertise médico-légale, interrogatoire, vérification d'éventuelles dettes ou conflits familiaux. À l'aube, les criminalistes poursuivent leur travail dans la maison brûlée. À 7h30 du matin, l'information arrive. Erin Caffey a été retrouvée, vivante, assise dans une voiture sur le parking d'une station-service abandonnée à 15 miles de la maison. Une patrouille est la première à arriver sur les lieux. Une vieille Ford Taurus. Erin est sur le siège avant. Aucune blessure, aucune trace de lutte. Les vêtements sont propres, aucune brûlure ou blessure. Wilson arrive 20 minutes plus tard. Il s'approche de la voiture. Erin regarde droit devant elle. Elle ne pleure pas, elle ne crie pas. Elle est juste assise. Le détective se présente, demande comment elle se sent. Erin répond brièvement. Normalement, pas blessée. Que s'est-il passé cette nuit-là ? Erin garde le silence pendant quelques secondes, puis dit « Je ne sais pas, je me suis enfuie ». Une explication logique. Elle a entendu des coups de feu, a eu peur, a couru dehors, a pris la voiture, est partie. Mais Wilson mène des enquêtes depuis 23 ans. Il a vu des centaines de personnes qui ont perdu des proches. Choc, larmes, hystérie, stupeur. Erin n'a rien de tout cela. Elle est calme.
trop calme pour quelqu'un qui vient de perdre toute sa famille. Wilson propose d'aller au poste pour témoigner. Erin accepte sans objection. Elle reste silencieuse tout le long du trajet, regardant par la fenêtre. Au poste, on lui offre de l'eau, de la nourriture, la possibilité d'appeler des proches. Erin refuse. Elle dit qu'elle est prête à répondre aux questions. Et c'est là que les incohérences commencent. Erin raconte, elle s'est réveillée au son des coups de feu, a fui par la porte arrière, a pris les clés de la voiture dans le garage, est montée dans la Ford et est partie. Wilson vérifie les détails. La porte arrière était verrouillée de l'intérieur, la serrure était intacte. Les clés de la voiture ont été trouvées dans la cuisine incendiée, pas dans le garage. Et un autre point, la station-service où Erin a été retrouvée se trouve dans la direction opposée à la ville la plus proche. Quand une personne s'enfuit en panique, elle se dirige vers les gens, vers l'aide, vers la police. Erin est allée dans le désert, et elle est juste restée là. Elle n'a pas appelé le 911, elle n'a pas cherché d'aide, elle a attendu. Wilson comprend, la version de l'attaque extérieure ne tient pas. Et les vraies réponses ne se trouvent pas dans la maison brûlée, mais dans les déclarations de cette jeune fille qui s'est retrouvée à 15 000 des événements sans une seule égratignure, alors que toute sa famille a péri dans l'incendie. Le détective Wilson demande le dossier complet de la famille Caffey. Lorsque la théorie de l'agression extérieure s'effondre, il faut comprendre à qui l'on a affaire. Qui sont ces gens? Quelles étaient leurs relations? Y avait-il des conflits? Terry Caffey, 41 ans, pasteur de l'église baptiste Miracle Faith à Alba. Il y sert depuis 8 ans. Avant cela, il a travaillé dans un garage automobile, puis a obtenu une formation théologique. Marié à Penny. 3 plus jeunes enfants, Matthew, 13 ans, Tyler, 8, la plus jeune, Penny, 6. L'aîné, Erin, 16 ans. La famille est bien connue dans le comté. Terry dirige les services du dimanche, organise des réunions de jeunes, participe à des œuvres de bienfaisance. Penny enseigne à l'école du dimanche. Une paroissienne active. Wilson commence à interroger les membres de la communauté de l'église. Tous disent la même chose, une famille exemplaire. Terry est strict, mais juste. Penny est attentionnée. Les plus jeunes sont obéissants. Erin, la fierté de la communauté. Soliste de la chorale de l'église, voix de soprano, elle chante à tous les services. Excellente élève à l'école, moyenne de 4,2 sur 5, prévoit d'entrer à l'université, veut étudier la musique. À première vue, un portrait idéal. Mais Wilson sait, il n'existe pas de famille parfaite. Il y a une fissure quelque part. Quelque chose qui a conduit à la mort de 4 personnes, et à ce qu'une seule reste en vie et attende calmement dans une voiture sur un parking vide. L'enquêteur creuse plus profondément, parle avec les professeurs d'Erin à la Nalba Golden High School. Il confirme, une élève assidue, jamais de problème. Mais l'un des professeurs mentionne un détail. Les 6 derniers mois, Erin a souvent demandé à s'absenter des cours. Elle disait qu'elle ne se sentait pas bien, ou qu'elle devait aider à l'église. Wilson demande les registres de présence. En effet, depuis septembre 2007, Erin a manqué 32 jours d'école. Beaucoup pour une excellente élève. La raison officielle, des circonstances familiales. Le détective parle avec les amis d'Erin de l'église. Ici, le tableau commence à changer. L'une d'elles, Samantha Green, dit « Ces derniers mois, Erin était un peu distante, elle parlait moins. Elle échangeait constamment des messages avec quelqu'un par téléphone. Elle répondait évasivement aux questions. » Wilson précise « Avec qui échangeait-elle des messages ?» Samantha ne sait pas exactement, mais elle a entendu un nom, Charlie. Le détective examine les relevés téléphoniques d'Erin. Elle a un simple Nokia, sans Internet, appels et SMS. Depuis novembre 2007, une correspondance active avec un seul numéro, quotidiennement. 50 à 70 messages par jour. Wilson recherche le numéro. Enregistré au nom de Charlie Wilkinson. 19 ans. Vit dans la ville voisine de Greenville, à 20 miles d'Alba. Travaille sur un chantier de construction. A un casier judiciaire. Petite bagarre à 18 ans avec sursis.
Le détective trouve des photos de Charlie sur les réseaux sociaux. MySpace, Facebook. Tatouages sur les bras. Photos avec des amis lors de fêtes. Bière, cigarettes. Le portrait standard d'un jeune homme de la classe ouvrière qui n'a pas l'intention de faire carrière. L'exact opposé du monde dans lequel vivait Erin. La communauté baptiste. Règles strictes. Interdiction de l'alcool. Modestie dans les vêtements. Mariage précoce au sein de l'église. Wilson retourne interroger les connaissances de la famille. Demande directement. Les parents d'Erin connaissaient-ils Charlie? Un des paroissiens, David Marshall, confirme. Il savait et était catégoriquement contre. À l'automne 2007, Terry a appris qu'Erin fréquentait quelqu'un en dehors de l'église. Il a eu une discussion sérieuse avec elle, lui a interdit de communiquer, lui a retiré son téléphone pendant 1 semaine, a limité ses sorties de la maison. Erin a promis de rompre la relation, mais la correspondance dans les relevés téléphoniques n'a pas cessé. Elle est juste devenue plus prudente. Erin supprimait les messages. Elle rencontrait Charlie en secret. En décembre, Terry l'a de nouveau découvert. Une paroissienne de l'église a vu Erin avec un garçon près du centre commercial de Greenville. Elle en a parlé aux parents. Terry a appelé Erin pour parler, cette fois plus fermement. Il a dit que si elle ne s'arrêtait pas, les conséquences seraient graves. Il lui interdirait de participer à la chorale, ne lui donnerait pas l'autorisation d'aller à l'université, limiterait les contacts avec ses amis. Penny a soutenu son mari. Pour eux, ce n'était pas seulement une question de contrôle parental, c'était une question de foi. Charlie ne faisait pas partie de leur communauté, il vivait une vie différente. Ils voyaient en lui une menace pour l'avenir de leur fille. Erin a extérieurement accepté, a de nouveau promis de rompre la relation, mais les relevés téléphoniques de janvier montrent la communication a continué. De plus, l'intensité a augmenté, jusqu'à 100 messages par jour. En février 2008, Terry a pris une décision radicale. Il a retiré le téléphone d'Erin pour de bon, lui interdit d'utiliser l'ordinateur sans surveillance, a établi la règle. Après l'école, directement à la maison, pas de rencontre avec des amis sans permission. En fait, une assignation à résidence. Pour une jeune fille de 16 ans habituée à une certaine liberté, c'était un coup dur. Les camarades de classe d'Erin racontent, les dernières semaines avant les événements, elle était déprimée. Elle ne parlait presque pas. Pendant les pauses, elle était seule. Elle refusait de participer aux activités scolaires. La professeure d'anglais, Madame Thompson, lui a même demandé si tout allait bien. Erin a répondu qu'elle était juste fatiguée, beaucoup de choses à faire à l'église. Mais il y avait un détail que Samantha Green avait remarqué. 1 semaine avant les événements, Erin lui a demandé « Si tu avais le choix entre ta famille et la personne que tu aimes, que choisirais-tu » Samantha n'a pas compris la question. Elle a pensé que c'était une conversation abstraite. Elle a répondu quelque chose de général sur l'importance de la famille. Erin a hoché la tête et n'est plus revenue sur ce sujet. Maintenant que le détective Wilson reconstitue le tableau, cette question prend un autre sens. Erin ne demandait pas simplement, elle prenait déjà une décision. Un conflit classique entre le contrôle parental et la rébellion adolescente, une romance interdite, la pression de la famille, l'isolement. Pour la plupart, cela se termine par une fugue, une rupture émotionnelle avec les parents. Peut-être des années de silence, puis une réconciliation. Mais dans le cas d'Erin Caffey, cela s'est terminé par 4 morts, une maison incendiée et une jeune fille qui était assise dans une voiture sur un parking vide, attendant que tout soit fini. Le détective Wilson termine le premier interrogatoire d'Erin au poste. Son histoire d'évasion par la porte arrière ne correspond pas aux preuves matérielles. Pour l'instant, elle est classée comme témoin. On lui propose d'appeler des proches. Elle refuse. Wilson vérifie les relevés téléphoniques. Le dernier appel du numéro d'Erin, le soir du 29 février, 22h47. Un appel entrant. Du numéro de Charlie Wilkinson. 3 minutes de conversation. L'enquêteur demande un mandat d'arrêt pour Charlie. Procédure standard dans de telles circonstances. Des patrouilleurs se rendent à l'adresse à Greenville. La maison est vide. Les voisins l'ont vu le soir du 29, puis il est parti en pick-up. Où ?
Personne ne sait. Wilson lance un avis de recherche. L'information est transmise à toutes les patrouilles. Le matin du 2 mars, l'information arrive. Charlie Wilkinson a été retrouvé et Erin Caffey est avec lui. Lieu, une caravane à 100 km d'Alba, appartient à Matthew Wilkinson, le frère aîné de Charlie. Matthew est camionneur, il utilise la caravane entre les trajets. Les patrouilleurs encerclent les lieux. Charlie et Erin sortent sans résistance. Wilson arrive 40 minutes plus tard. La première chose qui frappe, c'est l'état d'Erin. Pyjama, t-shirt rose, pantalon à carreaux, pieds nus. Cheveux ébouriffés, visage pâle, elle tremble. Charlie est à côté en jean et t-shirt noir. Calme, les mains dans les poches. Ils sont séparés dans différentes voitures. Wilson commence par Erin. Selon elle, le matin du 1er mars, alors qu'elle était assise dans la Ford sur le parking de la station-service abandonnée, une autre voiture s'est approchée. 2 hommes masqués sont sortis. Ils ont sorti des armes, lui ont ordonné de sortir. Elle a obéi. Ils l'ont fait monter dans leur voiture, lui ont bandé les yeux, l'ont conduite pendant plusieurs heures, l'ont gardée dans un endroit toute la journée, ne lui ont pas donné à manger. Le soir, ils lui ont débandé les yeux, elle était dans la caravane. Les hommes étaient partis, Charlie était resté. Erin affirme que Charlie a également été enlevé, qu'il a été forcé de participer, qu'il est une victime. Wilson écoute, il note, il pose des questions de clarification. À quoi ressemblaient les hommes? Erin ne se souvient pas. Masque. Ce qu'ils ont dit, quelque chose sur l'argent, que son père devait de l'argent. Wilson précise, le père est pasteur d'une église dans une ville de 500 habitants. D'où viendraient les dettes? Erin ne sait pas. L'enquêteur demande à voir les traces de rétention. Erin tend les mains. Les poignets sont propres, aucune égratignure, échymose, traces de corde. Les pieds sont également intacts. Les pieds sont sales, mais sans coupure. Les vêtements sont le même pyjama qu'elle portait la nuit du 29 février. Plus de 2 jours sans se changer, sans chaussures, sans affaires. Wilson passe à Charlie. Une pièce séparée, un nouvel interrogatoire. L'histoire est similaire. Le soir du 29, 2 inconnus sont venus le voir, l'ont traîné dehors, l'ont fait monter dans une voiture, l'ont emmené à la caravane de son frère, lui ont ordonné d'attendre. Quelques heures plus tard, ils ont amené Erin. Lui ont dit, s'il tentait de s'échapper, elle serait tuée. Charlie dit qu'il n'a appris les événements que le matin du 1er mars par les nouvelles. Il était sous le choc. Wilson vérifie les traces de violence. Les mains sont propres, le visage sans égratignure. Les vêtements sont les mêmes. Question sur le téléphone. Pourquoi n'a-t-il pas appelé? Charlie répond, ils l'ont pris. La vérification montre le téléphone est effectivement éteint depuis le soir du 29, mais le dernier signal a été enregistré par une antenne dans la région d'Alba, pas Greenville, à 3 km de la maison café. Wilson revient à Erin. Comment Charlie s'est-il retrouvé à Alba s'il habite à 20 miles de là? Erin ne sait pas. Peut-être que ces hommes l'ont amené. L'enquêteur change de tactique. Il montre des photos. La porte arrière, la serrure est intacte, verrouillée de l'intérieur. Les clés de la voiture dans la cuisine incendiée, pas dans le garage. Erin garde le silence. Wilson dit directement « L'histoire ne correspond pas aux faits. Pas d'effraction de la porte. Les clés ne sont pas là. Le téléphone de Charlie près de la maison au moment des événements. Pas de traces de violence. » Erin pleure pour la première fois. Doucement, sans sanglots. Wilson attend. Puis demande qu'est-ce qui s'est réellement passé. Erin essuie ses larmes, le regarde. Je veux un avocat. L'interrogatoire est interrompu. Erin et Charlie passent du statut de victime à celui de suspect. Ils sont placés en garde à vue. Wilson sort de la salle d'interrogatoire. Il n'y a pas de preuves directes, mais il y a une chaîne d'incohérences. L'histoire des hommes masqués,
un mensonge. La véritable version des événements se situe quelque part entre les déclarations d'une jeune fille effrayée en pyjama et les données des antennes de téléphonie mobile qui placent son petit ami à 3 km de la maison en feu, précisément au moment où la famille périssait. Pendant qu'Erin et Charlie sont en garde à vue, le détective Wilson retourne sur les lieux. La maison de County Road 2370. L'incendie est éteint, mais le travail des criminalistes ne fait que commencer. Chaque indice ici est plus important que n'importe quelle déposition. L'examen commence par les points d'entrée. Protocole standard. Si les agresseurs ont pénétré de l'extérieur, il doit y avoir des traces. Serrures forcées, fenêtres brisées, portes endommagées. L'expert principal en criminalistique, Robert Jenkins, examine la porte d'entrée. La serrure est intacte. Aucune égratignure de croquetage, aucune trace de force. La porte a été ouverte avec une clé de l'intérieur. La porte arrière, celle par laquelle Erin aurait fui. Jenkins constate, la serrure est verrouillée, et elle est verrouillée de l'intérieur. Le pin est tiré. Il est physiquement impossible de l'ouvrir de l'extérieur. Pour sortir par cette porte et la verrouiller ainsi, il faut être à l'intérieur de la maison. Les fenêtres du rez-de-chaussée, toutes intactes. Aucune n'est brisée. Les cadres ne sont pas endommagés. Les verrous sont en place. Jenkins établit un schéma. La conclusion est sans équivoque. Il n'y a pas eu d'entrée forcée. Quiconque se trouvait dans la maison cette nuit-là, on l'a laissé entrer. Ou ils avaient une clé. L'étape suivante, l'analyse des restes. Le médecin légiste du comté, James Harris, arrive sur les lieux à 10h du matin le 2 mars. Les 4 victimes sont toujours sur place. Elles ne peuvent pas être déplacées avant une documentation complète des positions. Harris commence par le hall. Première victime, Matthew Caffey, 13 ans. J face contre terre. Blessure par balle à l'arrière de la tête. Orifice d'entrée de calibre moyen. Probablement 9 mm ou .40. Le salon. Penny Caffey, 38 ans. Blessure par balle dans la partie supérieure de la poitrine. La nature de la blessure indique un tir à bout portant. Traces de brûlure de poudre autour de l'orifice d'entrée. La chambre. Tyler Caffey, 8 ans. Et la jeune Penny, 6 ans. Ici, le tableau est différent. Multiples plaies coupantes, profondes, lame lourde. Harris effectue des mesures préliminaires. La profondeur des plaies varie de 10 à 15 cm. La largeur de la coupure indique une arme longue et tranchante, pas un couteau, quelque chose de plus massif. Il note le nombre. Chaque victime a plus de 10 blessures. Ce ne sont pas des coups isolés, c'est une action méthodique et répétée. En criminalistique, il existe un terme, overkill, excès de violence, quand l'assassin inflige beaucoup plus de dommages que nécessaire. Cela indique généralement un lien émotionnel avec la victime, personnel, une colère ou une haine profonde. Harris le note dans son rapport. La nature des blessures ne correspond pas à un vol à main armée de sang-froid. Les voleurs agissent rapidement, efficacement. Ici, c'est différent. Ici, quelqu'un a pris son temps, a continué à frapper, encore et encore. Jenkins poursuit l'examen de la maison. Dans la pièce du fond, d'où Terry rampait, il trouve un détail intéressant. Sur le sol, une flaque de sang. À côté, des traces de traînées. Terry a essayé d'atteindre la sortie, laissant une traînée sanglante derrière lui. Mais il y a autre chose. Sur le mur, près du lit, une empreinte de main, sanglante. Jenkins prend une photo, prélève un échantillon. L'empreinte est nette. Une analyse peut être effectuée. La recherche continue. Dans le salon brûlé, les criminalistes trouvent des douilles, 9 mm, 4 pièces. Préliminairement, d'un pistolet Glock ou d'un modèle similaire. Et puis, dans le coin de la chambre, sous les restes carbonisés d'une armoire, Jenkins découvre une arme, longue, lame incurvée, poignée partiellement carbonisée. Il sort la trouvaille, une épée de samouraï, un katana.
La longueur de la lame est d'environ 70 cm. Sur la lame, des traces de matière biologique. Jenkins emballe l'épée dans un sac de preuves. C'est l'instrument du crime, celui-là même qui a causé les plaies coupantes. La question est d'où il vient. La famille Caffey n'avait pas de collection d'armes. Terry est pasteur, pas chasseur, pas collectionneur d'armes blanches. L'épée a été apportée, spécialement. Quelqu'un avait l'intention de l'utiliser précisément. À midi, les criminalistes terminent l'examen primaire. Le tableau se dessine, mais il reste des lacunes. Wilson demande l'interrogatoire des voisins. County Road 2370, un secteur résidentiel. Les maisons sont éloignées, mais peut-être que quelqu'un a vu ou entendu quelque chose. Les patrouilles font le tour des parcelles voisines. La plupart des habitants dormaient. Personne n'a entendu de coup de feu. Les maisons sont trop éloignées les unes des autres. Mais une voisine, Dorothy McGregor, une retraitée de 72 ans, vivant à 200 mètres, témoigne. Elle souffre d'insomnie. Cette nuit-là, elle n'a pas dormi. Elle était assise à la fenêtre, buvant du thé. Vers 3 heures du matin, elle a vu une voiture quitter la maison Caffey, phares éteints. La voiture avançait lentement, sans lumière. Dorothy n'y a pas prêté attention. Elle a pensé que quelqu'un de la famille partait tôt le matin. Mais elle s'en est souvenue, parce que c'était étrange. Pourquoi rouler sans phare? Elle n'a pas pu distinguer le modèle, l'obscurité, la distance. Mais c'était bien une voiture particulière, de couleur sombre. Wilson précise l'heure. Dorothy dit entre 3h et 3h30. Elle ne se souvient plus précisément. L'enquêteur compare. L'appel au 911 a été reçu à 3h00. Les pompiers sont arrivés à 3h12. Donc, la voiture est partie après le début de l'incendie, mais avant l'arrivée des services. Quelqu'un a quitté la scène du crime immédiatement après les événements et l'a fait discrètement, sans phare, pour ne pas attirer l'attention. Erin a affirmé être partie en Ford Taurus immédiatement après avoir entendu les coups de feu. Si l'on croit sa version, elle aurait dû quitter la maison avant 3h du matin. Mais Dorothy a vu la voiture entre 3h et 3h30. Une autre incohérence dans les déclarations de la seule survivante de la famille du pasteur. Wilson transmet la description du véhicule de Charlie, un Chevrolet Silverado pick-up argenté. Si Charlie a réellement été enlevé, la voiture devrait être près de chez lui à Greenville. Sinon, son histoire est un mensonge. Vers 2h de l'après-midi du 2 mars, un message arrive. Un patrouilleur arrête le Silverado sur l'autoroute 69, à 40 miles d'Alba. Charlie n'est pas au volant. Le jeune homme se présente, Charles Wade, 20 ans, ami de Charlie. Il dit avoir pris la voiture temporairement le soir du 29 février. Le patrouilleur demande à inspecter le véhicule. Wade est nerveux, mais accepte. Dans la benne, un sac de sport noir. À l'intérieur, un pistolet Glock 9 mm, une boîte de cartouches. Et une console de jeu Nintendo DS dans une housse rose. Au dos, un autocollant, Penny. Wade est arrêté. La voiture est remorquée. Wilson arrive 1 heure plus tard. Les criminalistes trouvent d'autres objets. Des bijoux féminins, une chaîne en argent avec une croix, une montre Timex pour homme. Terry Caffey, depuis l'hôpital, confirme. La montre est à lui, la chaîne à sa femme, la console à sa plus jeune fille. Des objets de la maison de County Road 2370. Wilson commence l'interrogatoire de Wade. Au début, il se tait. L'enquêteur montre le pistolet. Il dit directement « L'expertise balistique prendra plusieurs heures. Si cela correspond, perpétuité ou peine de mort. Le Texas ne pardonne pas. » Wade est nerveux. 10 minutes plus tard, il dit « Je veux un accord. » Il commence à raconter. Le soir du 29 février, Charlie l'a appelé, a demandé de l'aide. Wade est venu le chercher à Greenville vers 9h. Il y avait un autre gars, Matthew, sans nom de famille. À 3, ils sont allés à la maison Caffey. En chemin, Charlie a expliqué. Sa petite amie Erin veut quitter ses parents. Ils la retiennent enfermée,
menace de l'envoyer dans un camp religieux. Il faut la prendre, l'emmener. Wade pensait simplement aider une fille à s'échapper de parents stricts. Ils sont arrivés à la maison vers 2h30 du matin. Ils ont attendu le signal. Vers 3h, Erin est sortie de la maison, s'est approchée de la voiture, a dit que tout le monde dormait et a donné à Charlie la clé de la porte d'entrée. Wilson précise, elle a donné la clé elle-même. Wade confirme. Charlie, Wade et Matthew sont entrés dans la maison. Erin est restée dans la voiture. À l'intérieur, Charlie a sorti un pistolet. Wade a eu peur, a demandé pourquoi. Charlie a répondu « juste au cas où ». Charlie et Matthew se sont répartis dans les pièces. Wade est resté dans le hall. Puis des coups de feu, des cris, encore des coups de feu. Wade s'est enfui. Est monté dans la voiture. Erin sur la banquette arrière. Calme. Quelques minutes plus tard, Charlie et Matthew sont sortis. Matthew avait une épée, la lame ensanglantée. Ils sont partis sans phare. Ils ont roulé plusieurs miles. Charlie a donné à Wade un sac avec des affaires, lui a dit de le cacher. Puis il a déposé Erin près de la station-service abandonnée, lui a dit d'attendre. Wilson précise, Erin était dans la voiture tout le temps. Elle savait ce qui se passait. Elle n'a pas arrêté. Elle n'a pas appelé la police. Wade confirme. L'expertise balistique confirme. Le pistolet correspond aux douilles trouvées sur les lieux. Charles Wade est arrêté pour complicité. Charlie Wilkinson pour l'exécution directe. Il reste à trouver le troisième, Matthew, et surtout à déterminer le rôle d'Erin. Le témoignage de Wade est sans équivoque. Elle savait. Elle a donné la clé. Elle a attendu dans la voiture pendant que sa famille périssait. Le statut change de victime à principal suspecte dans l'organisation de ce qui s'est passé dans la maison du pasteur la nuit du 1er mars 2008. Le détective Wilson se rend à l'hôpital. Terry Caffey est toujours aux soins intensifs. Brûlure au 2e et 3e degré. Commotion cérébrale. Lésion due à l'inhalation de fumée. Les médecins autorisent une brève conversation. Son état est stable, mais grave. Wilson entre dans la chambre. Terry est sous perfusion, le visage bandé, les mains bandées. Il est conscient. L'enquêteur se présente. Terry le reconnaît, ils ont déjà parlé sur les lieux du crime. Wilson explique. Il a besoin de déclarations détaillées. Tout ce que Terry se souvient de cette nuit. Terry commence à parler. Sa voix est faible, mais claire. Il s'est couché vers 23h le 29 février. Penny était à côté, les plus jeunes dormaient déjà. Matthew et Tyler dans leur chambre, la plus jeune Penny dans la chambre d'enfant, Erin dans sa propre chambre. Une soirée ordinaire, rien d'inhabituel. Il s'est réveillé au son, brusque, fort. Au début, il n'a pas compris ce que c'était. Puis un deuxième son, un coup de feu. Il savait pertinemment, un coup de feu. Il a bondi du lit. Penny s'est aussi réveillée, a crié, a demandé ce qui se passait. Terry a couru vers la porte de la chambre, l'a ouverte. Le hall était sombre, mais des pas étaient audibles, des voix étrangères, masculines. Il a crié « Qui est là ?» Pas de réponse. Au lieu de cela, un autre coup de feu. La balle a manqué. Elle a touché le mur. Terry a claqué la porte, a essayé de la bloquer, mais la porte n'avait pas de serrure de l'intérieur. Penny errait dans la pièce, essayait d'appeler par téléphone, le téléphone fixe. La ligne était morte. Quelqu'un l'avait coupée. Terry entendait des sons d'autres pièces, des cris. Matthew criait, puis le silence. La porte de leur chambre s'est ouverte. Une personne est entrée, le visage masqué, un pistolet à la main. Terry s'est précipité sur lui, a essayé de désarmer l'homme,
mais une deuxième personne l'a frappé par derrière, avec quelque chose de lourd, sur la tête. Il est tombé. Sa conscience vacillait. Il a entendu le cri de Penny, puis un coup de feu, puis le silence. Terry a essayé de se lever. Il ne pouvait pas. Sa tête tournait. Le sang coulait dans ses yeux. Il a entendu quelqu'un marcher dans la maison, ouvrir des armoires, chercher quelque chose. Puis une odeur, de l'essence, forte, âcre. Il a compris incendie criminel. Il fallait sortir. Il a rampé vers la porte et sorti dans le couloir. La fumée remplissait déjà la pièce, le feu dans le salon. Il a atteint la pièce du fond. Il y avait une fenêtre, a essayé de l'ouvrir. Il n'y est pas arrivé. Ses mains ne lui obéissaient pas. Il a perdu connaissance. Il s'est réveillé quand les pompiers éteignaient déjà la maison. Wilson écoute attentivement. Il prend des notes. Il pose des questions de clarification. Combien d'agresseurs? Terry dit au moins 2, peut-être 3. Il ne se souvient plus précisément. Tout s'est passé rapidement. Il a vu les visages. Terry nie. Des masques. L'obscurité. Il n'a pas pu voir. Il a reconnu les voix? Non. Inconnu. Wilson pose la question principale. Où était Erin? Terry s'arrête, se tait quelques secondes. Il dit « Je ne sais pas, je ne l'ai pas vue cette nuit-là. Je n'ai pas entendu sa voix, je ne me souviens pas qu'elle ait crié. » L'enquêteur précise « Sa chambre est à l'étage, à côté des chambres de Matthew et Tyver. » Terry confirme. Mais il ne l'a pas entendu. Wilson montre une photo de Charlie Wilkinson. Demande « Cet homme était-il dans la maison ?» Terry regarde, secoue la tête. « Je ne le reconnais pas, peut-être. » Les masques cachaient les visages. Le détective montre une photo de Charles Wade. La même réponse. Pas sûr. Terry pose des questions sur sa fille. Où est-elle? Que lui est-il arrivé? Wilson répond avec prudence. Erin est vivante. Elle est sous la garde de la police. Elle est interrogée. Terry pousse un soupir de soulagement. Remercie Dieu. Au moins, elle a survécu. Wilson ne lui dit pas la vérité. Il ne lui dit pas qu'Erin est soupçonnée d'organisation, qu'elle a donné la clé, qu'elle a attendu dans la voiture. Terry vient de perdre sa femme et ses 3 plus jeunes enfants. Apprendre que sa fille aînée est impliquée, cela pourrait le tuer. L'enquêteur termine l'interrogatoire, remercie pour les déclarations, promet de trouver les coupables. Il sort de la chambre. Dans le couloir de l'hôpital, il s'assied sur un banc. Il analyse l'information. Les déclarations de Terry confirment la version de l'attaque, mais il y a une étrangeté. Il n'a pas entendu Erin. Il ne l'a pas vue. Elle a simplement disparu de la maison au moment où les autres périssaient. Les agresseurs ont méthodiquement parcouru les pièces, ont tué Matthew dans le hall, ont abattu Penny dans la chambre. Sont passés dans la chambre des plus jeunes, Tyler et la petite Penny, ont utilisé l'épée, ont incendié la maison. Mais Erin n'a pas été touchée. Ils ne sont même pas entrés dans sa chambre, ou sont entrés et elle est sortie calmement avec eux. Wilson se souvient des mots de Wade. Erin attendait dans la voiture. Elle connaissait le plan, elle a donné la clé. Ce n'est pas un enlèvement, c'est une participation, volontaire, consciente. La question est de savoir à quel point elle était impliquée. Voulait-elle simplement échapper à ses parents et ne savait pas que Charlie irait si loin? Ou avait-elle tout planifié dès le début? Savait-elle que sa famille serait tuée et a-t-elle accepté cela pour vivre avec le garçon que ses parents lui interdisaient de voir? Wilson retourne au poste. Erin est toujours dans la salle d'interrogatoire. L'avocat n'est pas encore arrivé. Officiellement, on ne peut pas lui parler, mais on peut l'observer. Le poste dispose d'un système de vidéosurveillance standard. Des caméras dans chaque salle d'interrogatoire. L'enregistrement est continu. Ce n'est pas seulement pour recueillir des preuves, c'est pour la sécurité, pour enregistrer le comportement des suspects.
Wilson s'assied dans la salle de surveillance. Sur l'écran, Erin. Elle est seule, assise à une table. Depuis plusieurs heures. L'enquêteur rembobine l'enregistrement. Il regarde comment elle s'est comportée pendant son absence. Les premières minutes après qu'on l'a laissée seule, Erin est assise calmement, regarde le mur. Puis elle commence à inspecter la pièce. Elle se lève, s'approche du miroir. C'est un panneau de verre à sens unique. Elle ne sait pas qu'elle peut être observée de l'autre côté. Erin regarde son reflet. Elle arrange ses cheveux, passe ses doigts sur son visage, vérifie s'il n'y a pas de traces de larmes. Puis elle se rassoit, pose ses mains sur la table, examine ses ongles. Son vernis est un peu écaillé. Elle gratte le vernis sur un doigt, concentrée, comme si c'était l'occupation la plus importante du moment. Wilson continue de regarder. Erin se lève à nouveau, commence à marcher dans la pièce, à petits pas, en rond, puis elle s'arrête et commence à fredonner quelque chose. L'enquêteur augmente le volume. La mélodie est perceptible, une chanson pop, quelque chose des hit-parades. Erin la fredonne doucement, presque pour elle-même. Elle se balance au rythme. Cela dure plusieurs minutes, puis elle se rassoit, pose sa tête sur ses mains. Elle ne pleure pas, elle reste juste ainsi. Wilson regarde plus loin. 1 heure passe. Erin se lève, s'approche de la porte, frappe. Le gardien ouvre, demande ce qu'elle veut. Erin demande de l'eau. Le gardien apporte un gobelet en plastique. Erin boit d'un trait, puis elle demande « Quand ne rendra-t-on mon téléphone ?» Le gardien ne comprend pas. Précise « Quel téléphone ?» Erin explique « Son Nokia, celui qui a été pris lors de son arrestation. » Elle doit vérifier ses messages. Le gardien dit qu'il ne sait pas. La décision sera prise par l'enquêteur. Erin hoche la tête, retourne à la table. Wilson arrête l'enregistrement. Rembobine. Regarde l'épisode à nouveau. Erin pose des questions sur le téléphone. Pas sur sa famille, pas sur son père qui est à l'hôpital, pas sur ses jeunes frères et sœurs, pas sur sa mère, sur le téléphone. L'enquêteur continue de regarder. 1 heure plus tard, un autre officier entre dans la pièce, apporte un sandwich et du jus, kit standard pour les détenus. Pose sur la table. Erin regarde la nourriture, prend le sandwich, le déballe, mord, mâche, normalement, calmement. Boit le jus, remercie l'officier. L'officier demande comment elle se sent. A-t-elle besoin d'une aide médicale? Erin secoue la tête, dit que tout va bien, juste fatiguée. L'officier part. Erin finit le sandwich, essuie ses mains avec une serviette, recommence à examiner ses ongles. Wilson éteint l'enregistrement. Appelle la psychologue du département. Le docteur Susan Miller travaille avec la police depuis 15 ans, spécialisée dans le profilage des suspects. Wilson lui montre l'enregistrement. Miller regarde attentivement, en silence, puis donne son évaluation. Le comportement d'Erin ne correspond pas à une réaction normale à un traumatisme. Une personne qui vient de perdre sa famille présente certains signes: choc, déni, colère, larmes, apathie. Erin n'a rien de tout cela. Elle est calme, vérifie son vernis, fredonne des chansons, demande son téléphone, mange un sandwich avec appétit. Miller explique: un tel comportement peut indiquer 2 options. La première, un choc profond, si intense que la psyché coupe les émotions, la personne fonctionne en pilote automatique. La deuxième option, l'absence de lien émotionnel avec ce qui s'est passé. Quand une personne ne ressent pas la perte parce qu'elle ne la perçoit pas comme une perte, ou parce qu'elle savait d'avance. Elle était préparée. Peut-être qu'elle l'avait planifié. Wilson précise quelle option est la plus probable. Miller regarde l'enregistrement encore une fois, indique le moment où Erin pose des questions sur le téléphone. Une personne en état de choc profond ne s'intéresserait pas aux choses du quotidien. Téléphone, manucure, nourriture, ce sont des signes de fonctionnement normal. Erin n'est pas traumatisée par ce qui s'est passé, au point de perdre le contact avec la réalité. Elle ne ressent simplement rien. La deuxième option est plus probable. Erin savait.
et s'est préparée psychologiquement. Peut-être s'est-elle distancée de sa famille à l'avance, s'est convaincue que c'était nécessaire, qu'il n'y avait pas d'autre issue. Wilson remercie la psychologue. Miller part. L'enquêteur reste seul dans la salle de surveillance, regarde l'écran. Erin est de nouveau assise immobile, les mains sur la table, le visage calme, presque serein. Comme si elle attendait juste un bis, et non pas sous le coup d'une suspicion d'implication dans des événements qui ont coûté la vie à sa mère, ses 2 frères et sa sœur moins de 2 jours auparavant. L'étape suivante, des interrogatoires séparés. Charlie Wilkinson et Charles Wade sont dans des pièces différentes. Chacun son propre avocat. Une tactique d'enquête standard. Séparer les suspects, comparer les témoignages, trouver les contradictions. Wilson commence par Charlie, 19 ans, travaille dans le bâtiment. Jusqu'à présent, une seule condamnation pour trouble à l'ordre public. Maintenant accusé de 4 meurtres et d'incendie criminel. L'avocat de Charlie lui conseille de se taire, mais Charlie dit qu'il veut témoigner. L'avocat l'avertit du danger. Charlie insiste. Wilson allume le dictaphone. Commencent les questions standards. Charlie répond d'une voix monotone. Oui, il était dans la maison cette nuit-là. Oui, il avait un pistolet. Oui, il a tiré. L'enquêteur précise. Sur qui a-t-il tiré? Charlie nomme les noms. Penny Caffey. Matthew Caffey. Wilson pose la question suivante. Pourquoi? Charlie garde le silence quelques secondes, puis dit « Il dérangeait ». Déranger quoi? Être avec Erin. Les parents leur avaient interdit de se voir, menacé de l'envoyer dans un camp religieux, de les séparer pour toujours. Wilson précise « Et tu as décidé de tuer sa famille ?» Charlie hoche la tête. « Oui. » C'était l'idée de qui? Charlie répond « La mienne. J'ai tout planifié, j'ai tout organisé. Erin ne savait pas. » L'enquêteur l'arrête, répète « Erin ne savait pas ?» Charlie confirme. Elle pensait que nous allions simplement la sortir de la maison. Je ne lui ai pas dit la vérité. Wilson montre le procès-verbal du témoignage de Wade. Il est écrit « Erin a donné la clé. Elle a attendu dans la voiture. Elle connaissait le plan. » Charlie secoue la tête. Wade ment. Il a peur. Il veut un accord. Il dira n'importe quoi. L'avocat interrompt. Dites à Charlie de se taire. Mais Charlie continue. Il insiste. La faute est uniquement la sienne. Erin est une victime. Il faut la libérer. Wilson termine l'interrogatoire. Charlie prend tout sur lui. Il protège Erin jusqu'au bout. L'enquêteur se rend dans une autre pièce. Là, c'est Wade, 20 ans. Pas de casier judiciaire. Il est tombé dans cette histoire, selon lui, par hasard. L'avocat de Wade est prêt à négocier. Il explique, son client est prêt à coopérer pleinement, à raconter tout ce qu'il sait, en échange d'une réduction de l'accusation. Wilson contacte le procureur. Ils discutent des conditions. Le procureur accepte d'examiner l'option d'un accord si les informations sont vraiment précieuses. Wade commence à parler, cette fois en détail, avec des précisions. Il a rencontré Charlie il y a 1 an. Ils travaillaient sur le même chantier, ils buvaient parfois ensemble, rien de sérieux. En février, Charlie a commencé à parler d'une fille, Erin. Il racontait qu'ils se rencontraient en secret, que les parents étaient contre, qu'elle était malheureuse. Wade n'y a pas prêté attention. Drame adolescent, ça arrive. Mais fin février, Charlie a appelé, a dit qu'il avait besoin d'aide, urgente. Wade a accepté. Quand il est arrivé, Charlie a expliqué le plan. Sortir Erin de la maison. Les parents ne la laisseraient pas partir volontairement. Il fallait leur faire peur, montrer que c'était sérieux. Wade a demandé « Comment faire peur ?» Charlie a répondu « Une arme. Juste montrer, ne pas utiliser. » Wade a hésité, mais Charlie a insisté. Il parlait d'amour, qu'il ne pouvait pas vivre sans Erin, que c'était le seul moyen d'être ensemble. Wade a accepté. Il pensait qu'ils allaient juste montrer le pistolet. Les parents auraient peur et ils emmèneraient Erin. Mais quand ils sont arrivés à la maison, Charlie a dit « Le plan a changé. Erin veut plus. Elle veut la liberté. Totale. » Wilson interrompt. Précise, que signifie la liberté totale?
Wade le regarde, dit directement « Pour que les parents ne puissent pas la retrouver. Jamais. » L'enquêteur demande de continuer. Wade poursuit son récit. Erin est sortie de la maison, s'est approchée de la voiture, a donné la clé à Charlie et a dit « Faites ce qu'il faut, j'attendrai ici. » Charlie a demandé « Tu es sûr ?» Erin a hoché la tête, a dit que c'était le seul moyen, qu'il ne la laisserait de toute façon pas partir, que c'était mieux ainsi que de vivre en cage toute sa vie. Wade dit qu'il était sous le choc. Il ne comprenait pas de quoi il s'agissait. Mais quand ils sont entrés dans la maison, Charlie a sorti un pistolet et ce troisième gars, Matthew, a sorti une épée. Wilson précise « Qui est Matthew ?» Wade explique « Un ami de Charlie, travaillait aussi sur le chantier, ne connaît pas son nom de famille. Il ne l'a vu que 2 fois. » L'enquêteur note « Demande un avis de recherche pour l'inconnu Matthew. » Poursuit l'interrogatoire. Wade raconte ce qui s'est passé dans la maison. Des coups de feu, des cris. Il est sorti, il ne pouvait pas regarder. Quand Charlie et Matthew sont revenus à la voiture, Erin a demandé « C'est fait ?» Charlie a hoché la tête. Erin a soupiré, a dit « Enfin libre ». Wilson arrête l'enregistrement, regarde Wade, demande directement « De qui était l'idée ?» Au départ. Wade n'échite pas. Répond Erin. Charlie disait qu'elle l'avait proposé elle-même. Il y a 1 mois, elle a dit que c'était le seul moyen, que les parents ne la laisseraient jamais partir, que la seule façon d'être ensemble, c'était de se débarrasser d'eux. L'enquêteur précise, elle a dit exactement cela ? Se débarrasser ? Wade confirme. Charlie citait ces mots. Erin a dit « Je veux qu'il disparaisse, qu'il n'existe plus ». Wilson termine l'interrogatoire, sort dans le couloir. Les témoignages des 2 suspects se contredisent. Charlie s'accuse de tout, dit qu'Erin ne savait rien. Wade affirme le contraire. C'est elle qui a conçu le plan. Charlie n'a fait qu'exécuter. Il reste à trouver le 3e participant, Matthew, avec l'épée. Et à mener l'interrogatoire final d'Erin elle-même, qui ne peut plus se cacher derrière la version de l'enlèvement, car 2 témoins de la voiture cette nuit-là ont déjà raconté qui attendait réellement dehors, pendant qu'à l'intérieur de la maison en feu s'achevait la vie du pasteur Terry Caffey et de sa famille. Le détective Wilson demande le téléphone d'Erin du dépôt des preuves. Un Nokia 6300, un modèle simple, pas de smartphone, pas d'internet, seulement des appels et des SMS. Erin supprimait régulièrement les messages. Les 3 derniers mois, le téléphone est presque vide. Quelques conversations avec des amis de l'église, rien de suspect. Mais Wilson sait. Les données supprimées peuvent être récupérées. Il confie le téléphone aux experts en criminalistique numérique du bureau du comté. Le spécialiste David Connor se charge de la récupération. Il connecte le téléphone à l'ordinateur, lance un logiciel spécialisé. Le processus prend plusieurs heures. En fin de soirée du 3 mars, les résultats sont prêts. Connor récupère plus de 1000 messages supprimés au cours des 4 derniers mois. Correspondance avec un seul numéro. Charlie Wilkinson. Wilson commence à lire. Les premiers messages datent de novembre 2007. Une correspondance romantique ordinaire. Erin écrit sur la chorale de l'église, l'école, les projets d'avenir. Charlie répond par de courtes phrases. Il s'ennuie, il veut la voir plus souvent. En décembre, le ton change. Erin écrit « Mes parents nous ont découverts. Ils nous ont interdit de nous voir. Ils ont pris mon téléphone pendant 1 semaine. » Charlie répond « Qu'allons-nous faire ?» Erin « Je ne sais pas. Ils sont sérieux. Ils disent qu'ils vont m'envoyer dans un camp pour adolescents difficiles. Religieux. Il n'y a pas de téléphone là-bas. » Aucun contact avec le monde extérieur. Charlie, nous trouverons quelque chose. Plusieurs semaines passent. La correspondance devient plus rare. Erin écrit per bribes, quand les parents ne voient pas. En janvier, un nouveau sujet apparaît. Erin, je ne peux plus vivre comme ça. Il contrôle chaque pas. C'est une prison. Charlie, partons d'ici. Commençons une nouvelle vie. Erin, comment ? Je n'ai pas d'argent, pas de papier. Mon père garde tout sous clé. Charlie, je trouverai quelque chose. Wilson continue à lire.
Fin janvier, la correspondance devient plus concrète. Erin, ils ne me laisseront jamais partir volontairement. Tu comprends? Jamais. Alors, il faut agir autrement. Erin, comment? Pas par téléphone. On se rencontre, on parle. Quelques jours de silence, puis un nouveau message. 3 février. Erin, tu étais sérieux à propos de ce plan? Charlie, oui, si tu es d'accord. Erin, j'ai besoin de réfléchir. Charlie, réfléchis. Mais le temps presse. Ton père parlait du camp en mars. La semaine suivante. Échange de courts messages. Erin pèse clairement les options. 12 février, message clé d'Erin. Je suis d'accord, mais tout doit ressembler à un cambriolage pour que je ne sois pas soupçonné. Charlie, compris, je trouverai des gens. Erin, quand? Charlie, bientôt, prépare-toi. Wilson fait une copie de ces messages, les transmet au procureur. C'est une preuve directe de complot. Il continue à lire. La dernière semaine de février. L'intensité de la correspondance augmente. 25 février. Charlie, j'ai trouvé 2 personnes, prêtes à aider. Erin, elles sont fiables? Oui, je leur ai expliqué la situation. J'ai dit que tes parents étaient dangereux, qu'ils te retenaient de force. Bien. Quand? Charlie, vendredi, le 29, tard dans la nuit. Erin, je dois tout bien réfléchir. 27 février, Erin envoie un message détaillé. Description de la maison, où sont les chambres? Où dorment les parents? Où sont les plus jeunes? Où est sa chambre? Charlie, reçu. Tout est clair. « 28 février, la veille des événements. Erin, j'ai laissé la porte déverrouillée, mais faites semblant de l'avoir forcée. Casser une fenêtre ou quelque chose. Charlie, ok. Erin, et une chose de plus. Je ne peux pas être à l'intérieur quand ça arrive. Je sortirai avant. J'attendrai dans la voiture. Charlie, comme tu veux. Erin, l'important est que tout semble crédible. Je dirai ensuite à la police que je me suis enfui. J'ai eu peur. Dernier message. 29 février, 22h34. Ils dorment tous. Faites-le aujourd'hui. Je laisserai la porte ouverte. La clé est dans la boîte aux lettres. Charlie. Sors dans 10 minutes. Attends au bord de la route. Erin. Je t'aime. Charlie. Moi aussi. Bientôt nous serons ensemble. Pour toujours. Wilson ferme le dossier. Les preuves sont irréfutables. Erin ne savait pas seulement le plan, elle l'a initié, a donné des instructions précises. À assurer l'accès à la maison, à coordonner l'heure, à créer un alibi à l'avance. La correspondance montre une préméditation, planification sur un mois, réflexion sur les détails, préparation d'une version pour la police. Ce n'est pas une décision impulsive d'une jeune fille effrayée, c'est le calcul froid d'une personne qui a décidé de se débarrasser de sa famille pour une relation avec un garçon que ses parents lui interdisaient de voir.
Le procureur du comté de Wood, John Ziegler, reçoit la correspondance restaurée. Il l'étudie avec Wilson. Le tableau est clair. Erin n'est pas une victime, elle est l'organisatrice. Ziegler prépare l'acte d'accusation. 4 chefs d'accusation. Complicité de meurtre au premier degré. Au Texas, cela signifie soit la prison à vie, soit la peine de mort. Mais le lendemain, l'avocate d'Erin entre en jeu. Catherine Burns, une avocate expérimentée de Dallas, spécialisée dans les affaires médiatisées impliquant des suspects mineurs. Burns tient une conférence de presse, annonce la position officielle de la défense. Erin Caffey, une victime de manipulation psychologique de la part d'un homme adulte. Charlie Wilkinson a 19 ans, Erin a 16 ans. La différence d'âge est critique pour la formation de relations de dépendance. Burns cite des études. Les adolescents ayant une éducation religieuse stricte sont particulièrement vulnérables à la manipulation. Erin a grandi dans un environnement isolé, communauté baptiste, contrôle parental strict, interdiction de communiquer en dehors de l'église. Charlie est devenu pour elle la première personne de l'extérieur, le premier à lui donner un sentiment de liberté, un exemple classique de dépendance émotionnelle. L'avocate continue, affirme « La correspondance téléphonique ne prouve pas l'initiative d'Erin. Au contraire, elle montre une pression psychologique progressive de la part de Charlie. Il a manipulé ses peurs. » À parler d'un camp pour adolescents difficiles, créer un sentiment d'impasse, inculquer que les parents étaient des ennemis, que la seule issue était des actions radicales. Burns introduit le terme « contrainte par dépendance émotionnelle ». Erin ne pouvait pas résister. Elle avait peur de perdre la seule personne qui, à son avis, l'aimait. L'avocate donne des exemples de la correspondance, des phrases où Charlie pousse Erin à prendre une décision. « Le temps presse. Ton père ne laisse pas le choix. C'est le seul moyen. » La défense établit une ligne. Erin a agi sous pression psychologique. Elle ne comprenait pas les conséquences. Elle pensait que Charlie allait simplement effrayer les parents. Elle ne connaissait pas le véritable plan. Ziegler réfute immédiatement, indique des messages concrets d'Erin. « Je suis d'accord. Tout doit ressembler à un cambriolage. Je laisserai la porte ouverte. » Ce ne sont pas les mots d'une victime de manipulation. C'est une participation active à la planification. Mais Burns ne cède pas. Introduit une nouvelle version, le syndrome de Stockholm. Erin était tellement dépendante émotionnellement de Charlie qu'elle était prête à tout pour ne pas le perdre. L'avocate déclare « Charlie menaçait. Il disait que si Erin ne l'aidait pas, il la quitterait, la laisserait seule. » Pour une jeune fille de 16 ans en isolement religieux, c'était l'équivalent de la fin du monde. Burns demande une expertise psychologique. Elle veut prouver que Erin était dans un état de dépendance émotionnelle proche de la pathologie. Ziegler s'y oppose, mais le tribunal autorise l'expertise. 2 psychologues indépendants sont nommés. Une semaine passe. Les experts mènent une série d'entretiens avec Erin, des tests, analyse de comportement. Le premier expert, le docteur Robert Lynch, rend une conclusion en faveur de l'accusation. Erin démontre des signes de développement cognitif normal. Comprend la différence entre le bien et le mal. Est capable de prendre des décisions conscientes. Le second expert, le docteur Elizabeth Gray, rend une conclusion opposée. Elle voit des signes de personnalité dépendante. Erin cherchait l'approbation externe. Elle était prête à se soumettre à l'autorité pour être acceptée. 2 opinions contradictoires. La défense utilise la conclusion de Gray, l'accusation, la conclusion de Lynch. Wilson poursuit l'enquête. Interroge les camarades de classe d'Erin. Cherche des preuves de son état réel avant les événements. La plupart disent « Erin était calme ». Elle ne semblait pas effrayée. Elle ne montrait pas de signes de violence ou de pression psychologique. Une amie, Samantha Green, donne un témoignage important. 1 semaine avant les événements, Erin lui a dit « Bientôt tout changera. Je serai libre. »
Samantha n'avait pas compris à l'époque. Elle pensait qu'il s'agissait d'entrer à l'université ou de déménager après l'école. Maintenant, ces mots sonnent différemment. Sigler ajoute ce témoignage au dossier. Erin savait, elle planifiait, elle attendait. Burns réplique, la phrase « je serai libre » ne prouve pas la connaissance du plan d'assassinat. Cela peut signifier simplement une fugue. La confrontation continue. La défense insiste. Erin est une victime, manipulée, dépendante, incapable de résister à la pression d'un homme adulte. L'accusation affirme, Erin est l'initiatrice, froidement calculatrice, planificatrice, créant un alibi à l'avance. La tâche du procureur n'est plus seulement de prouver la participation d'Erin, il faut prouver qu'elle a agi consciemment, de sa propre volonté, comprenant les conséquences, et que c'est elle qui a déclenché la chaîne d'événements qui a conduit à la mort de 4 membres de sa famille et à la destruction de la maison de County Road 2370 dans les cendres la nuit du 1er mars 2008. Le détective Wilson élargit le cercle des interrogatoires. Les camarades de classe et la communauté religieuse ont fourni un portrait général. Il faut maintenant des détails, ceux qui connaissaient Erin de plus près. Avant Charlie, avant le conflit avec ses parents. L'enquêteur retrouve une ancienne amie d'Erin du collège, Jessica Thomas. Elles étaient amies pendant 3 ans, de la 6e à la 4e année. Puis elles se sont séparées, Jessica est allée dans une autre école. Jessica témoigne. Elle raconte qu'Erin était étrange. Elle jouait toujours un rôle. En public, la fille modèle du pasteur, excellente élève, soliste de la chorale. En privé, une personne complètement différente. Jessica se souvient d'un cas précis. 8e année, 13 ans. Elles étaient chez Erin, faisaient leurs devoirs. Penny leur a apporté des biscuits et du jus. Elle souriait, demandait comment ça allait à l'école. Quand la mère est partie, Erin a dit « Je ne supporte pas quand elle fait ça. Elle fait semblant d'être attentionnée. » En réalité, elle contrôle simplement chacun de mes pas. Jessica n'y a pas prêté attention à l'époque. Rébellion adolescente. Normal. Mais ensuite, il y a eu plus. Erin a commencé à raconter des fantasmes. Elle imaginait ce que ce serait si ses parents n'étaient pas là, si elle vivait seule. Pas de règles, pas de contrôle. Jessica a demandé « Tu es sérieuse ?» Erin a ri, a dit « Bien sûr que non, je rêve juste. » Mais Jessica s'est souvenue de son regard, froid, distant, comme si elle l'imaginait vraiment en détail. Wilson prend des notes. Il trouve une autre témoin, Emily Carter. Elle a étudié avec Erin en 9e année. Elles étaient assises à la même table en cours de biologie. Emily raconte une histoire similaire. Erin mentait constamment. Des petites choses, des choses importantes, peu importaient. Elle disait à ses camarades qu'elle avait un petit ami de l'université, qu'il conduisait qu'une voiture de sport, la prenait après l'école. Emily a vu plusieurs fois Erin monter dans le vieux monospace de sa mère. Il n'y avait pas de petit ami. Quand elle l'a interrogé à ce sujet, Erin a inventé une nouvelle version sans hésiter. Elle a dit qu'ils s'étaient séparés. Une semaine plus tard, elle racontait une autre histoire, sur un nouveau petit ami, tout aussi inventé. Emily dit « Erin mentait si naturellement qu'elle semblait parfois croire elle-même à ses histoires. » L'enquêteur creuse plus profondément. Il trouve les dossiers de la psychologue scolaire. En 10e année, les enseignants ont envoyé Erin en consultation. La raison, un conflit avec une camarade de classe. La psychologue, Madame Jennifer Holmes, se souvient du cas. Erin a accusé une autre élève d'avoir volé son téléphone. Elle a fait une scène, pleura, exigeait de vérifier le sac à dos de l'accusé. Ils ont vérifié, le téléphone n'y était pas. Il s'est avéré qu'Erin l'avait elle-même caché dans son casier. Quand cela a été découvert, elle ne s'est pas excusée. Elle a simplement dit qu'elle s'était trompée. Holmes a mené plusieurs séances avec Erin. A noter dans ses dossiers, démontre des signes de comportement manipulateur, utilise les émotions pour atteindre ses objectifs. Absence d'empathie pour les conséquences de ses actions. Elle a recommandé un suivi ultérieur, mais les parents ont refusé. Terry a dit qu'il n'y avait pas de problème. Erin traversait simplement l'adolescence. L'Église et la famille aideraient. Wilson trouve une autre source importante, le journal intime d'Erin.
saisi dans sa chambre lors de la perquisition. Les entrées sont datées de 2006-2007. Erin a 15 ans, avant de rencontrer Charlie. La plupart sont des pensées adolescentes ordinaires, école, amis, chorale. Mais il y a des entrées séparées qui se distinguent. Octobre 2006. Je les déteste. Ils pensent contrôler ma vie, mais un jour je serai libre, et ils le regretteront. Décembre 2006. Mère a encore fait une scène à cause de mes vêtements. A dit que ma jupe était trop courte. J'aimerais qu'elle disparaisse tout simplement. Mars 2007. Mon père a lu mes messages, a pris mon téléphone, a dit que je parlais trop aux garçons. Parfois j'imagine ce que ce serait si les deux n'étaient plus là. Le silence, la paix. Ces entrées datent d'1 an avant qu'elle ne rencontre Charlie. La défense affirme qu'il a manipulé Erin. Mais le journal montre, les pensées de liberté vis-à-vis de ses parents sont apparues bien avant lui. Wilson transmet le journal au procureur. Sigler le lit, comprend sa valeur. C'est une preuve de prédisposition. Erin n'était pas une victime innocente que Charlie a égarée. Elle était déjà sur cette voie. Charlie lui a simplement donné l'outil pour la réalisation. L'enquêteur demande une autre expertise psychologique. Cette fois, l'accent n'est pas mis sur la dépendance émotionnelle, mais sur les caractéristiques personnelles. Le docteur Richard Stone, spécialiste de la psychopathologie adolescente, étudie les documents de l'affaire. Le journal intime, les témoignages, les dossiers de la psychologue scolaire, la vidéo de la salle d'interrogatoire. Donne la conclusion. Erin présente des signes d'une structure de personnalité narcissique avec des traits antisociaux. Capacité de manipulation, mensonge pathologique, absence de remords, émotions superficielles. Sous le masque de la religiosité et d'un comportement exemplaire, se cachait une personne incapable d'une profonde empathie, prête à utiliser les autres pour atteindre ses propres objectifs et à rationaliser toute action comme nécessaire à sa liberté. Le 5 mars 2008, le détective Wilson se prépare pour l'interrogatoire final d'Erin. Il a en sa possession la correspondance récupérée, les témoignages de Wade, les témoignages de Charlie, un journal intime, les déclarations des camarades de classe. Assez pour une accusation, mais il lui faut ses aveux. Ou du moins prouver son mensonge de manière si évidente que les jurés ne pourront l'ignorer. Erin est assise dans la salle d'interrogatoire. À côté d'elle, l'avocate Catherine Burns. Elles se sont préparées à ce moment. La ligne de défense est établie. Manipulation, dépendance émotionnelle, ignorance du plan réel. Wilson entre. Il pose un dossier de documents sur la table. Il ne l'ouvre pas immédiatement. Il regarde Erin. Il commence doucement. Il lui demande comment elle se sent. Erin répond au normal. Fatiguée. L'enquêteur passe aux choses sérieuses. Il dit « Il faut clarifier plusieurs points dans tes déclarations ». Erin acquiesce. Wilson demande « Tu as affirmé avoir été enlevé par des personnes masquées. Est-ce vrai ?» Erin confirme. « Oui. » Le détective ouvre le dossier. Il sort le procès-verbal du témoignage de Charles Wade. Il lit à voix haute. Erin est sortie de la maison d'elle-même. Elle a donné la clé à Charlie. Elle a dit « Faites ce qu'il faut ». Elle est montée dans la voiture. Elle a attendu. Erin reste silencieuse. Burns intervient. Elle dit « C'est le témoignage d'une personne qui veut un accord, une source non fiable ». Wilson sort un deuxième document, la correspondance récupérée. Il lit un message du 29 février. « Faites-le aujourd'hui, je laisserai la porte ouverte ». Erin regarde la table. Elle ne répond pas. L'enquêteur continue. Il demande « C'est toi qui as écrit ça ?» Erin secoue la tête. Elle dit « Charlie m'a forcé à écrire, il m'a menacé ». Wilson précise « Il t'a menacé de quoi ?» Erin répond « Il a dit qu'il me quitterait, qu'il raconterait à mes parents nos rencontres, que je serais puni. » Le détective note. Il demande « Et tu craignais la punition plus que la perte de ta famille ?»
Erin ne répond pas. Wilson change de tactique. Il dit calmement « Erin, ton père est vivant. » Une pause. Erin lève les yeux. Elle regarde l'enquêteur. Son expression ne change pas. Aucune joie, aucun soulagement. Juste? Vraiment? Wilson observe. Ce n'est pas la réaction d'une personne qui apprend un miracle. C'est la réaction d'une personne qui reçoit une information inattendue. Désagréable. L'enquêteur confirme. Oui, Terry Caffey a survécu. De graves brûlures, mais son état est stable. Il se rétablit à l'hôpital. Erin serre les lèvres. Elle demande « Il sait que je suis ici ?» Wilson répond « Oui, il veut te voir. » Erin secoue la tête. Rapidement. « Je ne veux pas. » L'avocate Burns intervient. Elle explique « Ma cliente est sous le choc. Elle n'est pas prête pour une rencontre. Il faut du temps. » Mais Wilson a vu la réaction. Il n'y avait pas de choc. Il y avait du calcul. Erin a compris « Son père est vivant, donc il peut raconter sa version, contredire son histoire. » Le détective continue. Il dit « Le père témoigne. Il a raconté ce dont il se souvient de cette nuit. Tu veux savoir ce qu'il a dit ?» Erin ne répond pas. Wilson raconte. « Terry n'a pas entendu ta voix cette nuit-là. Il ne t'a pas vu parmi les agresseurs. Il ne t'a pas vu parmi les blessés. Tu as simplement disparu. » Erin commence à parler, rapidement. Elle change de version en cours de route. Elle dit « Je me suis caché, dans le placard de ma chambre. J'ai entendu des coups de feu, j'ai eu peur, je me suis blotti dans le placard, j'y suis resté tout le temps, ensuite je suis sorti à quatre pattes et j'ai fui. » Wilson note. Il demande « Dans quel placard ?» Erin décrit « Un placard intégré dans la chambre, à droite du lit. » L'enquêteur précise les détails. Combien de temps elle s'est cachée? Erin dit « Je ne sais pas exactement. Peut-être 1 heure, peut-être plus. » Qu'est-ce qu'elle a entendu de là-bas? Des coups de feu, des cris, puis l'odeur de fumée. Quand est-elle sortie? Quand tout est devenu silencieux. Wilson note attentivement chaque mot. Puis il sort des photos. La chambre d'Erin après l'incendie. Le placard est entièrement brûlé. Il est vide à l'intérieur. Aucune trace de présence humaine. Si Erin était restée là pendant l'incendie, elle n'aurait pas survécu. La température dans le placard était critique. L'enquêteur montre la photo. Il demande « Tu étais assise ici ?» Erin regarde. Elle se tait. Wilson continue. Il dit « Les experts médico-légaux ont examiné le placard. Aucun cheveu, aucun tissu, aucune trace de présence. Tu n'étais pas là. » Erin change de version à nouveau. Elle dit « Peut-être pas dans le placard, peut-être sous le lit. Je ne me souviens plus exactement. C'était le Shack. » Le détective enregistre. La version change pour la 3e fois au cours du même interrogatoire. Il sort le témoignage de la voisine Dorothy McGregor. Il lit « La voiture a quitté la maison entre 3h et 3h30, sans phare. Tu as affirmé que tu étais parti tout de suite après les coups de feu, mais l'incendie a commencé à 3h pile. La voiture est partie plus tard. Cela signifie que quelqu'un a attendu. » Que tout soit terminé. Erin se tait. Burns demande une pause. Wilson accepte. 10 minutes. À leur retour, Erin change de tactique définitivement. Elle dit « D'accord, j'étais dans la voiture, mais pas de ma propre volonté. Charlie m'a tiré de force hors de la maison. Il m'a forcé à attendre. Il m'a menacé avec un pistolet. » Wilson précise « Quand cela s'est-il produit ?» Erin dit « Je ne me souviens plus, tout est confus. » L'enquêteur montre la correspondance. Le message « Je ne peux pas être à l'intérieur quand ça arrivera. Je sortirai avant, j'attendrai dans la voiture. » Écrit la veille des événements, à l'avance, de sa propre initiative. Erin lit, son visage pâlit. Elle essaie d'expliquer. Charlie m'a forcé à écrire, il m'a dicté quoi écrire. Mais Wilson montre d'autres messages, ceux où elle donne des instructions précises. La description de la maison, où dorment les parents, où sont les plus jeunes, où laisser la clé. Erin ne répond plus, elle reste assise. Elle regarde la table. L'avocate Burns comprend. L'interrogatoire est un échec.
Chaque nouvelle version contredit la précédente. Le mensonge est enregistré en vidéo. Les jurés le verront. Wilson conclut l'interrogatoire. Erin est officiellement accusée de complicité dans 4 meurtres au premier degré. Le procès est fixé à juin 2008. L'enquêteur quitte la pièce. Dans le couloir, le procureur Ziegler l'attend. Il demande « Comment ça s'est passé ?» Wilson répond « Elle a menti 4 fois en 1 heure. Elle a changé de version à chaque présentation de preuves. Et quand elle a appris que son père était vivant, elle ne s'est pas réjouie. Elle a eu peur. Tout est enregistré. » Ziegler acquiesce. Il dit « Cela suffira pour l'accusation. Les jurés verront la vraie Erin Kafi. Pas une victime de manipulation, mais une personne froide et calculatrice qui a planifié la disparition de sa famille et a attendu dans la voiture pendant que cela se déroulait à quelques mètres d'elle. » Le détective Wilson continue de chercher le 3e participant, celui que Wade appelait Matthew, l'homme à l'épée. Sans lui, le tableau est incomplet. 2 jours de recherches actives passent. Interrogatoire des amis de Charlie, des collègues de chantier, vérification des relevés téléphoniques. Enfin, le 7 mars, une piste est trouvée. Bobby Johnson, 21 ans, travaillait sur le même chantier que Charlie, a démissionné le 2 mars, le lendemain des événements, a déménagé de son appartement, a tenté de quitter l'État. Il est arrêté à la frontière avec la Louisiane, ramené au Texas. Wilson commence l'interrogatoire. Bobby est nerveux. Il comprend qu'il est pris au piège. Il demande un avocat, mais il change d'avis. Il dit « Je veux un accord. Je raconterai tout. » L'enquêteur accepte de discuter des conditions. Bobby commence à raconter. Charlie lui a demandé de l'aide le 28 février. Il a dit qu'il fallait sortir une fille de chez ses parents. Ceux-ci la retiennent de force. Une secte religieuse. Des gens dangereux. Ils pourraient être armés. Bobby a accepté d'aider, contre de l'argent. Charlie lui a promis $1000. Le 29 février au soir, ils se sont rencontrés, Charlie, Wade et Bobby. Ils sont allés à la maison des cafés dans le Silverado de Charlie. Ils sont arrivés vers 2h30 du matin. Ils se sont garés à l'écart de la maison. Ils ont éteint les phares. Bobby dit, quelques minutes plus tard, une fille est sortie de la maison. Erin. Calme, non effrayée. Elle s'est approchée de la voiture, elle s'est assise sur la banquette arrière. Wilson précise, elle avait l'air d'avoir été enlevée. Bobby secoue la tête. Non, comme si elle allait à un rendez-vous. Bobby continue. Erin a remis la clé à Charlie. Elle a dit, la porte est ouverte, tout le monde dort, agissez. Charlie, Wade et Bobby sont sortis de la voiture. Erin est restée à l'intérieur. Wilson demande « Elle a demandé de l'aide ?» Elle a essayé de s'échapper. Bobby répond « Non. Elle a allumé la radio, elle a trouvé une station de musique, elle s'est appuyée sur le siège. » Bobby décrit la suite. Ils sont entrés dans la maison, Charlie a sorti un pistolet, Bobby a été décontenancé. Il ne comprenait pas pourquoi une arme. Puis, les coups de feu ont commencé. Bobby a eu peur. Il s'est précipité vers la voiture. Wilson précise « Combien de temps es-tu resté à l'intérieur ?» Bobby dit « 5 minutes maximum. J'ai entendu le premier coup de feu et je suis sorti immédiatement. » L'enquêteur demande « Qu'a fait Erin quand tu es revenu ?» Bobby répond « Elle était assise, calmement. Elle écoutait de la musique. Elle a demandé pourquoi j'étais sorti si vite. Bobby lui a dit qu'il y avait des tirs à l'intérieur. Erin a hoché la tête. Elle a répondu « Je sais ». Encore du temps est passé. Bobby était au volant, il était nerveux, il voulait partir. Mais Erin a dit « Attends, Charlie va bientôt revenir ». Wilson note chaque mot. Il demande « Combien de temps avez-vous attendu ?» Bobby réfléchit. Il dit « Longtemps, peut-être 1 heure, peut-être plus. » Pendant tout ce temps, Erin était assise à l'arrière. Elle changeait de station de radio. Elle vérifiait son téléphone. Elle regardait par la fenêtre.
Elle ne pleurait pas, elle ne criait pas, elle n'a pas essayé de s'échapper ni d'appeler la police. Wilson précise, elle avait un téléphone? Bobby acquiesce. Bien sûr, rien ne l'en empêchait. Je ne la regardais même pas. J'étais sous le choc de ce qui se passait. Finalement, Charlie et Wade sont sortis de la maison. Bobby a vu de la fumée s'échapper des fenêtres. L'incendie commençait. Ils sont montés dans la voiture, Charlie a démarré le moteur, Wade, sur le siège avant, était silencieux, pâle. Charlie s'est tourné vers Erin. Il a dit « C'est fait ». Et là, Bobby se souvient d'un détail qui change toute l'affaire. Erin a regardé Charlie. Elle a demandé doucement « Vous êtes sûr qu'ils sont tous morts ?» Bobby a été figé. Il ne s'attendait pas à une telle question. Charlie a répondu « Oui, sûr ». Erin a soupiré. Elle s'est appuyée sur le siège. Elle a dit « Bien, alors allons-y ». Wilson arrête l'enregistrement. Il demande à Bobby de répéter les mots exacts d'Erin. Bobby répète « Vous êtes sûr qu'ils sont tous morts ?» Exactement ça, mot pour mot. Il s'en est souvenu parce que cela a sonné froid, sans émotion, comme si elle demandait s'il avait fermé la porte de la voiture. L'enquêteur précise le dernier détail, la chronologie, quand ils sont arrivés à la maison, quand Erin est sortie, quand ils sont entrés, quand ils sont revenus. Bobby reconstitue. Arrivé à 2h30, Erin est sorti à 2h45. Entré dans la maison à 2h50, il est sorti à 2h55. Charlie et Wade sont revenus vers 3h. 1h30. C'est le temps qui s'est écoulé entre le moment où Erin est montée dans la voiture et le moment où ils sont partis. 1h30 pendant laquelle elle aurait pu appeler le 911, s'enfuir, demander de l'aide aux voitures qui passaient. Elle n'a rien fait. Elle a juste attendu, écouté de la musique. Et à la fin, elle a demandé si tout le monde était mort, avant de partir calmement de l'endroit où sa mère, ses 2 frères et sa sœur venaient de périr. Le procureur Sigler décide d'organiser une confrontation. Charlie et Erin dans la même pièce, enregistrés, en présence des avocats des 2 parties. Le 10 mars 2008, poste du shérif du comté de Wood. Ils sont assis face à face, une table entre eux. Charlie regarde Erin. Elle détourne le regard. Sigler commence. Il lit les déclarations de chacun. Les contradictions sont évidentes. Charlie dit que le plan était le sien. Erin affirme qu'elle a été forcée. Le procureur s'adresse directement à Charlie. Il demande « Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi es-tu allé si loin ?» Qu'elle y serait isolée du monde extérieur, qu'il ne se reverrait jamais. Puis elle a arrêté de pleurer. Elle l'a regardé, elle a dit « Il y a un moyen, nous pouvons être ensemble, mais il faut se décider. » Charlie a demandé « Pourquoi ?» Erin a répondu « Tu sais bien. » Le procureur s'adresse à Erin. Il demande « Est-ce vrai? Tu as proposé le plan ?» Erin secoue la tête. Elle dit « Non, il ment. Il essaie de me faire porter le chapeau. » L'avocate Burns la soutient. Elle dit « Ma cliente nie ses accusations. Charlie manipule les faits. » Sigler sort la correspondance. Il lit un message d'Erin du 12 février. « Je suis d'accord, mais tout doit ressembler à un cambriolage. » Il le montre à Charlie. Il demande « Tu as reçu ça ?» Charlie confirme « Oui. » Le procureur demande « Qu'as-tu compris de ce message ?» Charlie répond qu'elle était d'accord avec le plan, qu'il fallait faire en sorte qu'elle ne semble pas impliquée. Erin intervient, elle dit « Il m'a forcé à écrire ça. » Il m'a dicté les mots. Sigler montre d'autres messages, ceux où Erin donne une description détaillée de la maison, la disposition des pièces, l'emploi du temps de sommeil de la famille, où laisser la clé. Il demande « Ça aussi, il l'a dicté ?» Erin ne répond pas. Le procureur change de sujet. Il s'adresse à Charlie. Il demande « Elle a promis quelque chose en retour, outre la vie commune ?» Charlie est gêné. Il ne veut pas répondre. L'avocat lui conseille de se taire. Mais Charlie dit « Elle a promis que nous serions ensemble, comme mari et femme, pleinement. » Sigler précise « Tu veux dire une intimité physique ?» Charlie acquiesce, doucement. « Oui. » Erin vivait dans une famille religieuse stricte.
Le sexe avant le mariage était tabou, mais elle a utilisé cela comme une promesse, comme une motivation pour Charlie. Le procureur demande directement « Elle a dit que si tu faisais cela, elle serait avec toi ?» Charlie confirme « Oui, exactement. » La confrontation se termine. Les versions ne concordent pas. Charlie prend la faute sur lui, mais affirme qu'Erin était l'instigatrice. Erin nie tout, parle de manipulation et de contrainte. Le 12 mars, le procureur Ziegler porte officiellement plainte. Erin Caffey est accusée de complicité de meurtre aggravé. 4 chefs d'accusation. Selon la loi du Texas, cela signifie la possibilité de la peine de mort pour les adultes. Mais Erin a 16 ans, mineure. Le maximum est la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Charlie Wilkinson est directement accusé de meurtre au premier degré. Charles Wade, complicité. Le procureur propose à Bobby Johnson un accord, un témoignage contre les autres en échange d'une réduction de peine. L'affaire est portée devant les tribunaux. La date est fixée, juin 2008. Devant eux, un procès qui montrera aux jurés l'image complète de la manière dont l'élève modèle du chœur de l'Église a planifié la disparition de sa famille et a attendu dans la voiture, écoutant de la musique, pendant que le sort du pasteur Terry Caffey et de 4 membres de sa famille se jouait dans la maison de County Road 2370. L'enquête a rassemblé suffisamment de matériel pour une reconstitution complète. Témoignages, données médico-légales, horodatage des tours de téléphonie mobile. Une image détaillée de ce qui s'est passé la nuit du 1er mars 2008 émerge. 2h30 du matin. Un Chevrolet Silverado approche de la maison sur County Road 2370. Dans la voiture, 4 personnes. Charlie au volant, Charles Wade sur le siège avant, Bobby Johnson à l'arrière. Ils se garent à l'écart de la maison, éteignent les phares. 2h45, Erin sort de la maison, vêtue d'un pyjama, pieds nus. Elle marche calmement, sans hâte. Elle s'approche de la voiture. Ouvre la porte arrière, s'assied à côté de Bobby. Elle sort de sa poche la clé de la porte d'entrée, la tend à Charlie, par-dessus le siège. Elle dit « La porte n'est pas verrouillée, tout le monde dort. Les parents sont dans la chambre principale. Matthew dans sa chambre à gauche de l'entrée, Tyler et la jeune Penny dans la chambre d'enfant à droite. » 2h50. Charlie, Wade et Bobby sortent de la voiture. Erin reste à l'intérieur. Elle allume la radio, trouve une station de musique, de la musique country, doucement pour ne pas attirer l'attention. Il s'approche de la maison. Charlie insère la clé dans la serrure. La porte s'ouvre sans bruit. Ils entrent. Bobby voit un pistolet dans les mains de Charlie. Il a peur. Il ne s'attendait pas à une arme. Dans la voiture, Erin change de station, cherche une autre chanson. Elle s'adosse au siège. 2h52. Premier coup de feu. Penny Caffey se réveille au son. Elle crie « Réveille Terry ». Il se lève d'un bond, court vers la porte. Deuxième coup de feu. Matthew est dans le couloir. Essaie de comprendre ce qui se passe. Tombe. Terry sort de la chambre, voit des inconnus masqués, essaie de les arrêter, reçoit un coup à la tête, perd l'équilibre. Dans la voiture, Erin entend des sons, lointains, étouffés par les murs de la maison. Elle ne réagit pas, regarde par la fenêtre, sort son téléphone, vérifie l'heure. 2h55. Charlie entre dans la chambre de Terry et Penny. Elle est dans un coin de la pièce. Elle implore la pitié. Un coup de feu dans la poitrine. Wade se dirige vers la chambre des enfants. Tyler et la jeune Penny se sont réveillés par le bruit, effrayés. Wade prend une épée, ce que les experts médico-légaux identifieront plus tard comme un katana de samouraï. Multiples coups, rapides, méthodiques. Bobby s'enfuit de la maison. Il ne peut pas regarder. S'assied dans la voiture. Ses mains tremblent. Erin demande « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Bobby dit « Il y a des tirs. » Erin acquiesce. Répond « Je sais. »
continue d'écouter de la musique. 3h10. À l'intérieur de la maison, Charlie retourne auprès de Terry. Il est encore vivant, blessé à la tête, mais il respire. Charlie ne l'achève pas, le laisse, pense que les brûlures finiront le travail. 3h15. Odeur d'essence. Wade arrose les pièces, le salon, le couloir, les chambres, méthodiquement. Charlie allume le feu, plusieurs poids d'incendie simultanément. Les flammes se propagent rapidement. Dans la voiture, Erin voit les reflets du feu dans les fenêtres de la maison. Elle ne bouge pas, continue d'attendre. 3h25. Charlie et Wade s'enfuient de la maison. La fumée s'échappe des fenêtres. Le feu a déjà envahi le rez-de-chaussée. Ils montent dans la voiture, essoufflés, vêtements couverts de suie. Charlie se tourne vers Erin, dit « C'est fait ». Erin le regarde, demande doucement mais clairement « Vous êtes sûr qu'ils sont tous morts ?» Charlie répond « Oui, sûr ». Erin expire, s'adosse au siège, dit « Bien, allons-y ». 3h28. Charlie démarre le moteur, n'allume pas les phares, s'éloigne lentement de la maison. À 200 mètres, la voisine Dorothy McGregor voit la voiture depuis sa fenêtre. Sombre, sans lumière, elle se déplace prudemment. 3h30. Appel au 911. Quelqu'un signale un incendie et des coups de feu. La voiture est déjà à plusieurs kilomètres de l'endroit. Erin, sur la banquette arrière, regarde par la fenêtre. Le visage calme, pas de larmes, pas de panique. À l'intérieur de la maison en feu, Terry Caffey, le seul survivant, essaie de ramper vers la fenêtre à travers la fumée et les flammes. Sa femme Penny, ses fils Matthew et Tyler, sa jeune fille Penny, ne respirent plus. Et à quelques kilomètres de ce cauchemar, leur fille aînée et sœur est assise dans la voiture à côté des personnes qu'elle a conduites là, leur donnant la clé, le plan de la maison et l'heure exacte à laquelle tout le monde dormirait. Juin 2008. Tribunal du comté de Wood, Texas. La salle est bondée. La presse, les habitants d'Alba, les membres de la communauté religieuse Miracle Faith. Tous sont venus assister au procès de l'élève modèle qui a planifié la disparition de sa famille. Le juge Michael Miller préside l'audience. Les jurés, 12 personnes du comté, des gens ordinaires qui devront décider du sort d'Erin Caffey. Le procureur Sigler monte son dossier méthodiquement. Il présente la correspondance, les témoignages de Wade de Bobby, l'expertise psychologique, la vidéo de la salle d'interrogatoire. Chaque preuve ajoute un détail à l'image globale. La défense de Burns tente d'adoucir. Elle évoque l'âge de sa cliente, 16 ans, mineure, une éducation religieuse stricte, l'isolement du monde, la dépendance émotionnelle envers Charlie. Mais les preuves parlent plus fort. Les jurés voient les messages, lisent les phrases. « Je suis d'accord. Tout doit ressembler à un cambriolage. Vous êtes sûr qu'ils sont tous morts ?» Le procès dure 2 semaines. Témoignage. Expertise. Reconstitution des événements. Chaque jour, la salle est pleine. Chacun veut comprendre comment cela a pu arriver. Et là, arrive un moment que personne n'attendait. Le tribunal appelle Terry Caffey. Le pasteur entre dans la salle, des cicatrices de brûlure sur les mains et le visage. Il se déplace lentement. Il n'est pas encore complètement rétabli. Il s'assoit à la place du témoin, il jure de dire la vérité. Le procureur pose des questions standards. Terry répond, confirme les événements de cette nuit-là, décrit la perte. Penny, sa femme depuis 38 ans. Matthew, 13 ans. Tyler, 8 ans. La jeune Penny, 6 ans. La voix de Terry se brise. Il fait une pause, se ressaisit, continue. Sigler termine ses questions, cède la parole à la défense. Burns refuse le contre-interrogatoire. Le juge demande à Terry « Voulez-vous ajouter quelque chose ?» Terry acquiesce, demande la permission de s'adresser au tribunal. Le juge l'autorise. Terry se lève. Se tourne vers les jurés, commence à parler. Il dit qu'il est pasteur, que toute sa vie est un service à Dieu, que le fondement de sa foi est le pardon. Il a perdu sa femme.
Il a perdu ses 3 plus jeunes enfants, mais il ne veut pas perdre aussi sa fille aînée. Oui, elle a fait quelque chose de terrible. Oui, elle est impliquée dans ce qui a détruit sa famille, mais elle est toujours sa fille, toujours la personne qu'il a élevée, aimée, enseignée dans la foi. Terry dit « Je ne veux pas sa mort, je ne veux pas une autre perte. Je demande au tribunal de faire preuve de miséricorde. » La salle est silencieuse. Le procureur regarde la table. Les jurés ne quittent pas Terry des yeux. Il continue. Il dit que la même demande s'applique à Charlie Wilkinson et aux autres participants. Il ne veut pas leur exécution. Il veut qu'ils passent leur vie en prison, qu'ils réfléchissent à ce qu'ils ont fait, qu'ils cherchent le pardon. Terry cite la Bible. « Pardonnez, et vous serez pardonnés. » Il dit que la vengeance ne lui rendra pas sa famille, que seul le pardon donne une chance de guérison. Erin est assise à la table des accusés. Elle regarde son père. Pour la première fois de tout le procès, une émotion apparaît sur son visage. Des larmes, silencieuses. Elle les essuie avec sa main. Terry termine. Il s'assied. La salle est dans un silence complet. Le juge annonce une pause. Les jurés se retirent pour délibérer. 3 jours passent. Les jurés reviennent, rendent leur verdict. Erin Caffey, coupable des 4 chefs d'accusation de complicité de meurtre au 1er degré. Reste la question de la peine. Au Texas, de tels crimes peuvent être passibles de la peine de mort. Mais Erin est mineure. La loi interdit d'exécuter des personnes de moins de 18 ans au moment du crime. Le maximum, la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Le juge Miller rend sa sentence. Il tient compte du témoignage de Terry, sa demande de miséricorde. Il décide de ne pas prononcer la peine maximale. Erin Caffey est condamnée à 2 peines de prison à vie consécutives, plus 25 ans. Le droit à la libération conditionnelle interviendra dans 40 ans, en 2048, quand elle aura 56 ans. Charlie Wilkinson, prison à vie sans libération. Charles Wade, 15 ans suite à un accord avec le procureur. Bobby Johnson, 10 ans pour son témoignage. La salle se vide. Erin est emmenée menottée. Elle se retourne, regarde son père. Terry reste immobile, les mains jointes en prière. C'est la dernière fois que le pasteur Terry Caffey voit sa fille aînée en liberté. La jeune fille qui a choisi une vie avec un garçon plutôt qu'une vie avec sa famille et qui a payé ce choix de 40 ans derrière les barreaux, tandis que son père est resté seul avec le souvenir de ceux qu'elle a aidé à lui ôter de sa vie pour toujours. Après le procès, Terry Caffey a dû réapprendre à vivre. La maison sur County Road 2370 a brûlé jusqu'aux fondations. La reconstruire n'avait aucun sens. Trop de douleurs étaient liées à cet endroit. Il a déménagé dans un petit appartement d'une ville voisine. Il a continué son service à l'église Miracle Faith. La communauté l'a soutenu. Ils lui ont proposé de rester pasteur. Terry a accepté. Il a dit que la foi était la seule chose qui le maintenait à flot. Les premiers mois ont été les plus difficiles. Il se réveillait la nuit. Il se souvenait de Penny, Matthew, Tyler, la jeune Penny. Les cicatrices physiques des brûlures guérissaient lentement, les émotionnelles encore plus lentement. La communauté a collecté des fonds pour son traitement, opérations, physiothérapie, soutien psychologique. Terry a remercié chacun. Il a dit que sans le soutien des gens, il n'aurait pas survécu. 6 mois après la sentence, il a pris une décision. Il est allé à la prison de femmes de Gatesville Unit. Erin y était détenue. La première rencontre a duré 15 minutes. Terry était assis d'un côté de la vitre de séparation, Erin de l'autre. Ils parlaient par téléphone. Terry a commencé par une prière. Erin a écouté en silence. Puis il lui a demandé comment elle allait. Erin a répondu brièvement. « Normal, je m'habitue ». Il a dit qu'il lui avait pardonné, qu'il voulait reconstruire une relation, qu'elle était toujours sa fille. Erin n'a pas répondu, elle a juste acquiescé. Terry venait une fois par mois. Chaque visite était la même. Prière, questions sur la vie en prison, tentative de parler du passé.
Erin évitait le sujet, elle détournait la conversation vers autre chose. 1 an plus tard, Terry a demandé directement « Te repens-tu » Erin l'a regardé. Elle a dit « Je ne voulais pas que ça se passe comme ça ». Terry a précisé « Mais tu savais ce qui était prévu ?» Erin s'est tue. Puis elle a répondu « Charlie m'a trompé, je pensais qu'il allait juste vous faire peur. » Terry n'a pas cru. La correspondance montrait autre chose, mais il n'a pas discuté. Il a simplement dit « J'espère qu'un jour tu diras la vérité, à toi-même et à Dieu. » Elle disait qu'elle avait été victime de violences psychologiques de la part de Charlie, qu'elle avait été contrainte de participer. Nouveau refus. 3e appel en 2020. Cette fois, Erin a affirmé que l'enquête avait fabriqué des preuves, que la correspondance avait été falsifiée, que les témoins avaient fait de faux témoignages pour obtenir des arrangements. Les experts ont vérifié. La correspondance était authentique, les métadonnées correspondaient. Les témoignages de Wade et de Bobby étaient confirmés par des sources indépendantes. L'appel a été rejeté. La sentence est restée en vigueur. Au fil des ans, Terry a donné plusieurs interviews. Il a parlé de pardon, de la façon dont la foi l'aurait aidé à surmonter la tragédie. Il a écrit un livre sur son expérience. Les fonds des ventes ont servi à aider d'autres familles victimes de crimes. Dans les interviews, on lui demandait souvent « Comment pouvez-vous pardonner ?» Terry répondait toujours de la même manière. Il disait que le pardon n'était pas une justification, c'était une libération du fardeau de la haine, que garder de la rancune signifiait laisser le crime détruire non seulement le passé, mais aussi l'avenir. On l'interrogeait sur Erin. Croyait-il qu'elle avait changé? Terry répondait honnêtement « Je ne sais pas, j'espère, je prie pour cela, mais seule elle sait la vérité sur ce qu'il y a dans son cœur. » Aujourd'hui, Erin Caffey est toujours détenue dans la même prison de Gatesville. Elle a 32 ans. Le droit à la libération conditionnelle interviendra en 2048. Encore 24 ans. En prison, elle travaille à la bibliothèque. Elle suit des cours. Elle écrit des lettres à des avocats. Elle prépare de nouveaux appels. Dans de rares interviews depuis la prison, elle continue d'insister sur sa version. Elle dit qu'elle a été victime de manipulation, qu'elle ne connaissait pas le plan réel, que Charlie l'avait trompée. Charlie Wilkinson purge une peine de prison à perpétuité dans une prison pour hommes. Il n'a jamais changé ses déclarations. Il continue d'affirmer que le plan était d'Erin, qu'elle avait promis d'être avec lui s'il le faisait. Terry Caffey vit au Texas. Il continue son service. Il élève 2 enfants adoptifs avec Rebecca. Il rend visite à Erin plusieurs fois par an. Chaque fois, il espère entendre la vérité. Mais la vérité, quelle qu'elle soit, ne ramènera jamais Penny, Matthew, Tyler et la jeune Penny. 4 personnes qui ont péri la nuit du 1er mars 2008 dans la maison de County Road 2370, pendant que leur fille aînée et sœur attendaient dans la voiture, écoutant de la musique, et que la seule question qu'elle a posée après était « Sont-ils tous morts ?»